a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées. Et après, j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le cœur vibrant du Café des enfants situé à Lille. C'est un projet fascinant et emblématique qui révolutionne la manière dont nous pensons les espaces pour les familles urbaines. Initié par l'association Les Potentiels, tout séparé, les Potes en Ciel, ce lieu, pas comme les autres, offre un espace adapté où les enfants peuvent jouer en toute sécurité et où les parents peuvent s'immerger dans une communauté soutenante et diversifiée. Le Café des enfants ne se contente pas d'être un simple lieu de rencontre, il est un véritable laboratoire social. Situé dans un quartier à la population mixte, il pratique des tarifs libres et affiche un principe d'accueil inconditionnel, reflétant un engagement pour l'accessibilité et l'inclusivité. Ce café a été soigneusement pensé pour encourager non seulement l'amusement et la créativité des enfants, mais aussi pour offrir un soutien précieux aux parents, souvent isolés dans leur parcours de parentalité. Dans cet épisode, nous allons discuter de la manière dont ce café enrichit les interactions sociales et renforce le lien entre les enfants et leurs parents. Nos invités, qui sont des membres actifs de l'association Les Potentiels à Lille, partageront leur vision sur les défis et les triomphes associés aux espaces publics dédiés à la jeunesse et à la famille. Nous explorerons comment cet espace joue un rôle crucial en permettant aux enfants de s'exprimer librement, tout en proposant aux parents un réseau de soutien indispensable. À travers des activités organisées et des jeux, le café défend l'idée que les enfants doivent être vus et entendus dans notre société, promoteur d'une dynamique où l'échange et la compréhension mutuelle sont au cœur des relations intergénérationnelles. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible et à le partager autour de vous. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone. Le lien est en description. Allez, on y va tout de suite. Je vais d'abord laisser à mes invités le soin de se présenter pour commencer cette chouette discussion. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Moi, je m'appelle Charlotte et je suis directrice des Potentiels. Tu as quoi comme parcours, Charlotte, ce petit... Alors moi, j'ai un parcours pas forcément dans l'enfance. Moi, j'ai fait des études d'art et d'histoire de l'art, notamment, à l'école du Louvre, voilà, très classique. Après, j'ai enseigné l'art plastique en collège pendant 10 ans. Ensuite, j'ai travaillé à la direction des affaires culturelles. Et pendant ce temps-là, j'étais maman de 3 enfants et bénévole au Café des enfants pendant 5-6 ans. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré l'association. Alors moi, c'est Marianne, je suis administratrice et secrétaire du Café des enfants Les Potentiels. Moi, c'est Marilène et je suis chargée de projet Ville à hauteur d'enfants. D'accord. Pour la mairie, c'est ça ? Ah non, pour les potentiels. Ah, pour les potentiels, ouais, d'accord. Pardon, d'accord. j'ai pas précisé. Et bonjour, je m'appelle Bastien, je suis accueillant et médiateur au Café des enfants. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ce café, il est ouvert en 2006, c'est ça ? Alors, c'est l'association Ok. Les Potentiels qui a été créée en 2006 Ok. par un collectif d'habitants du quartier. Nous, on est à Lille, mais on est dans un quartier qui a une forte identité qui s'appelle Five ou Five. Pour les gens qui ne viennent pas de Lille, ils appellent Five, c'est la classe. Et donc, c'est un quartier très populaire. Et donc, au sein de ce quartier, il y avait des habitants, pas forcément encore parents, mais qui étaient vraiment issus de l'éducation populaire et qui étaient convaincus par le principe que l'enfant est une personne. C'est une personne comme tout le monde, et qu'il manquait des espaces et des lieux pour les enfants dans la ville de Lille et même dans la société occidentale, en tout cas telle qu'on la connaît. Voilà. Et c'est Ok. comme ça qu'a été créée l'association en 2006. Et comment ça s'est transformé Comment ça a évolué comme ça sur la durée ? Alors, ce collectif, cette association s'est dit, nous, notre principe, c'est de faire valoir la place de l'enfant, son épanouissement par rapport à ses parents, par rapport au monde. Qu'est-ce qu'on peut créer comme outil pour faire valoir, pour défendre ce principe-là et le faire vivre. Et en fait, ils ont rencontré le Café des enfants de Paris, le Café Zoïde, et ils ont trouvé cet espace extraordinaire. Effectivement, l'idée d'un café, c'est-à-dire un lieu où tout le monde peut rentrer, tout le monde peut pousser la porte, mais là, un café où on accueille principalement et en premier lieu les enfants. Et donc, entre 2006 et 2008, l'association a créé un café des enfants itinérant, donc dans différents lieux du quartier et de Lille. Et après, donc, on s'est trouvé les moyens pour ouvrir un premier café des enfants. Enfin, c'est pas qu'on en ait deux, mais en fait, c'était pas dans ce local-là, c'était dans un autre local, toujours dans le quartier. Voilà, en 2008. Et après, donc cet outil, c'est vrai qu'on parle d'outil café des enfants parce que c'est pas une finalité en soi. Voilà, c'est un moyen
de faire valoir la place de l'enfant. Et donc, il y a eu ce café des enfants qui a été créé il y a deux rues de là. Ce café des enfants, tel que vous le voyez à l'image, il a ouvert en 2020. En fait, il y a eu un déménagement. Finalement, c'est bien tombé, c'était pendant le confinement. Et donc, finalement, ça, c'était le temps de déménager. On n'a jamais dit au revoir à l'ancien café. On a tout de suite emménagé ici. Et en fait, au fur et à mesure, l'association s'est développée en se disant que tous les enfants ne pouvaient pas forcément pousser la porte du café des enfants, s'y sentir légitime aussi. Il y a pas forcément, on connaît pas forcément les gens qui y sont, enfin voilà. Et donc on a développé pas mal d'actions en extérieur aussi, d'aller vers les personnes, en développant des événements tels que la rue aux enfants, où le principe c'est de bloquer un espace d'une rue dans une ville, en partant du principe que dans la ville l'enfant n'a pas forcément non plus beaucoup de place et notamment pas forcément d'espace d'expression. Beaucoup d'espace aussi est donné aux voitures dans les villes telles qu'on vit aujourd'hui. Et donc l'idée c'est de bloquer une rue, enlever la circulation des voitures, faire enlever aussi le stationnement et permettre aux enfants, l'espace d'une après-midi ou d'une journée, de retrouver de l'espace et de la créativité dans la rue. Donc là, ça c'est des actions qui sont menées par l'association depuis 2015. D'abord principalement dans le quartier, puis après, justement après la crise sanitaire, ça s'est développé dans tout l'île. On en a porté 5, 6, combien l'été 7 7 rues en 2021, je crois. En 2021, ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, ça a continué sous une autre manière. Voilà, c'est ça. Enfin, à partir de 2015, l'idée c'était aussi de créer un café des enfants extérieur à travers un autre outil qui s'appelle la pote mobile, qui est, on décline tout en pote ici, hein, tout est pote. La pote mobile, donc Bastien vous en parlera plus, qui est un biporteur, donc un vélo avec une caisse devant, qui va apporter ses jeux et différentes surprises dans l'espace public, dans des lieux qui sont ciblés en politique de la ville, donc dans des zones qui sont ciblés parce que les personnes sont plus en difficulté a priori. Et donc, pour apporter du jeu libre aux enfants et aux parents et permettre aussi aux habitants de se parler, pacifier aussi les quartiers à travers le jeu. Donc aujourd'hui, on a une action qui est assez diverse, à la fois ce lieu d'accueil Café des enfants, mais aussi des moyens d'action aussi en extérieur. Toujours avec ce principe, on fait parler les enfants, on travaille avec eux. Les enfants peuvent décider un petit peu ce qui se passe dans le café, ils ont la parole, comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? Alors oui, on essaie de leur donner un maximum la parole, dans le sens où déjà ce qui leur est proposé n'est pas imposé. C'est-à-dire ils passent la porte ici et ils peuvent faire ce qu'ils ont envie. Si on a un atelier qu'ils n'ont pas envie de le faire, ils ne sont pas obligés de le faire, ou ils peuvent venir repartir, etc. C'est un lieu qui est à hauteur d'enfant. Donc déjà, il va pouvoir, lui, en fonction de sa taille, de son âge, de ses envies du jour, pouvoir se saisir de ce qu'il veut. Et après, on a développé aussi des instances participatives pour les enfants, des conseils d'enfants. Il y a des conseils d'enfants réguliers pour les plus grands, à partir de 6 ans, où chaque semaine, ils se retrouvent et ils discutent de ce qu'ils ont envie de faire, ou juste discuter. Et après, on a des instances participatives de décision qu'on appelle les petits déj des potes. Là, il y a à la fois des adultes et des enfants qui sont là et on parle de sujets associatifs. Globalement, c'est des enfants de quel âge ? Parce que souvent, tu sais, quand on parle de sujets... j'aime bien le fait que tu aies mentionné des âges comme 6 ans, par exemple, parce que moi, ce que je rends compte, c'est que souvent, quand on parle d'enfants, tu vois, même dans les politiques de communes que je peux avoir près de chez moi avec le conseil municipal des jeunes et tout, tu vois, c'est pas avant 12 ans, des choses comme ça. Je crois comprendre que là, du coup, c'est les enfants de tous âges qui peuvent participer à... Alors, ici, on accueille les enfants à partir de la naissance. Okay. D'ailleurs, c'est souvent une première porte d'entrée pour les enfants et les parents. On a beaucoup d'ateliers, massage bébé, yoga bébé, etc. C'est souvent une bonne porte d'entrée. Donc de 0, et nous, on se limite à 18 ans. Après, on estime que tous, on a été enfants, on a tous un enfant en nous. Donc finalement, ça se perdure même avec les adultes. Il y a des propositions faites pour tous les âges. Après, sur la participation, même effectivement, même s'il y a des enfants qui ne parlent pas encore, qui ont leur façon de s'exprimer, on est à l'écoute de ce qu'ils ont envie et ce qu'ils veulent faire. Voilà, donc voilà. Et après, dans le pouvoir d'agir des enfants, c'est sûr que les plus grands, ça va être plus facile pour eux, mais on essaye aussi de favoriser l'action de tout le monde. C'est quoi le quotidien de ce café ? Peut-être que vous pouvez raconter. Le quotidien, je vais peut-être passer la parole peut-être à Bastien, qui est vraiment plus en accueil. Donc, le café ouvre ses portes à 9h30 au public. Souvent petit accueil, donc c'est un café du coup petite consommation, café, thé, petite consommation, et souvent il y a eu une activité ou un atelier qui commence vers 10h, soit artistique ou de la manipulation ou comme aujourd'hui de l'éveil sensoriel. Souvent petit temps du pique-nique vers midi. L'idée aussi au café c'est que chacun peut ramener sa nourriture,
s'installe et que les salariés, les bénévoles puissent manger un peu avec toutes les familles et se poser, prendre le temps, apprendre à découvrir et discuter. 2 jours dans la semaine, on a une fermeture entre 13h30 et 16h. Sinon, l'idée, c'est de continuer à jouer, à faire des choses, soit repartir sur notre activité, soit continuer un temps de jeu libre jusqu'à 18h30. Et dans l'idée, moi, je fais de l'action extérieure. Et souvent, moi, l'après-midi, je me rends du coup sur un lieu du quartier, soit une place ou un parc, et je vais proposer des animations, des ateliers qu'on propose au café, mais à l'extérieur. Avec le pote mobile. Avec la pote mobile, ouais. Okay. Le vélo, j'installe mes tapis, mes jeux, mes livres, et puis c'est parti avec qui se présente. Et l'idée, c'est de proposer chaque semaine, au fur et à mesure, des choses différentes, un peu innovantes, et puis qui respectent aussi la volonté des personnes qui se rendent, qui viennent à ce rendez-vous. Et comment tu trouves tes lieux? C'est vraiment n'importe où? Tu vises des lieux particuliers, peut-être des parcs ou... Sur les actions extérieures, c'est beaucoup subventionné par la politique de la ville. Alors la politique de la ville, c'est une action conjointe entre l'État, ministère de l'Intérieur, préfecture, et les villes, les communes, ou ça peut être les intercommunalités, où l'idée, c'est il y a un zonage en fait qui est fait en fonction du revenu des personnes habitantes. Et donc on voit qu'il y a certaines rues qui sont où les habitants ont des revenus plus faibles. Donc voilà, il y a des quartiers comme ça qui sont précisés, des cartes qu'on peut trouver sur Géoportail. Et donc en fait, nous, on est subventionnés pour venir intervenir auprès de ces habitants-là. Et donc nous, on les connaît pas mal dans le quartier. Hein. Nous, on est habitants, puis même on y travaille depuis un moment. Et donc on cible en fonction de ces quartiers-là, dans des espaces où on sait qu'il y a des enfants aussi. Hein. On ne va pas aller dans une rue où il n'y a pas d'enfants, et dans un espace aussi on peut jouer. Et du coup, c'est des secteurs qui sont définis, voilà. Et nous, effectivement, comme on habite le quartier, on connaît un peu les points, un peu de jonction, de passage de tout le monde. Et l'idée, c'est de venir à des moments un peu spécifiques où on sait qu'il y aura du passage, du monde, où on pourra capter du monde. Et on vient se positionner là. Donc, on crée un rendez-vous récurrent, un rendez-vous du coup. Donc, par semaine, il y a 3 actions extérieures. Toujours le même jour, le même endroit, afin de créer un vrai rendez-vous. Et puis l'idée, c'est que ça s'installe un peu dans l'organisation et dans les habitudes des familles sur les temps où on vient proposer ces actions, quoi. Et comment ça se passe? Les gens sont enthousiastes, sont curieux? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent « mais qu'est-ce qu'il fait ?» Un peu de tout, de l'enthousiasme, beaucoup de questions, mais souvent les gens sont très contents parce que c'est des endroits ou des espaces où il y a peu d'animation, ou s'il y en a, pas forcément ouvert à tous, ou pas un peu gratuite comme ça, où juste on vient, on se pose. Et là, ce qui est proposé, c'est vraiment ça, je m'installe par terre dans un endroit, tout le monde peut venir, je vais à la rencontre des personnes qui sont présentes aussi, par exemple dans un parc, leur expliquer nous ce qu'on fait, ce qu'on propose. Et souvent, les gens reviennent. En fait. Et avec le reste de leur famille, des fois même des amis. Juste des fois, c'est des personnes qui passent sur le retour de l'école. Ils disent, y a des jouets. Les enfants, bien sûr, intrigués par les jouets, les bulles, les jeux, les ballons, tout ça. Courent en direction du vélo, commencent à jouer. Je me rapproche des parents, leur explique dans le projet de l'association. En fait, un rendez-vous secret parce que à constater qu'il y a une espèce de nécessité ou en tout cas un trou à venir remplir à ces endroits-là, quoi. Ce qui est intéressant aussi dans l'action de Bastien, c'est la question de quel est le regard de l'enfant aussi sur l'extérieur. C'est vrai que là, toi, tu vas dans les parcs où les enfants vont. C'est des lieux pour les enfants, mais pas seulement. C'est aussi, par exemple, tu interviens devant un collège, dans une petite place devant un collège. C'est aussi quelle est la place de l'enfant dans l'espace public. Et par exemple, Marilène, dans son action, sur la question de la ville à hauteur d'enfant, c'est quelque chose que tu creuses beaucoup sur quel est le regard et comment l'enfant va aussi pouvoir s'épanouir dans la ville, prendre des risques, etc. Je trouve que c'est important de le dire aussi. Par exemple, pour revenir aux premières rues aux enfants qu'on a organisées, la première année, c'était en 2015 et on n'avait pas eu les autorisations en fait pour occuper la rue.
Et du coup, je sais que les parents, il y avait beaucoup d'associations, se sont regroupés dans un parc, en fait, pas très loin d'ici. Je crois que c'était le Square des Mers. Et en fait, la ville était pas... Enfin, ils comprenaient pas trop pourquoi nous, on voulait, avec les enfants, se réapproprier la rue. Et bon, après, je sais que ça a fini par une espèce de manifestation qui a débordé un peu dans la rue, comme avec beaucoup de messages assez militants, même les enfants qui portaient des messages comme plus de couleurs, moins de voitures. Et à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas encore par exemple, 30 km/h, des choses qui tentent de permettre à ce qu'il y ait moins de danger en ville. Et bon, bref, chaque année, après, on a eu les autorisations et peu à peu, nous, on aime bien penser que c'est grâce aux enfants qui sont sortis dans la rue avec des messages que peu à peu, il y a eu quand même des évolutions et la ville aussi a commencé à vraiment à prendre en compte cette nécessité de se dire, en fait, les enfants... Est-ce qu'ils ont une place dans la ville? Est-ce qu'ils sont libres? Est-ce qu'ils peuvent encore sortir dehors? On a travaillé un peu en lien avec la ville pour justement questionner tout ça. Et donc, par exemple, aujourd'hui, 2023-2024, l'association, elle porte des rues aux enfants dans les rues scolaires. Donc, des rues scolaires, c'est des rues des écoles, en fait, qui sont bloquées par 2 barrières qui viennent se fermer aux entrées et aux sorties d'école. Donc, ça veut dire que les enfants sont plus sécures quand ils sortent de l'école ou quand ils rentrent dans l'école. Et du coup, nous, l'enjeu, c'était de pouvoir faire vivre ces rues et de dire aux enfants, c'est votre rue, vous pouvez vous l'approprier, vous pouvez jouer dedans. Qu'est-ce que c'est la rue aussi pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous vous sentez dans la rue? Voilà, puis il y a eu tout un travail aussi de formation aussi auprès des équipes éducatives, de se dire... qu'est-ce que c'est le jeu libre? Est-ce qu'on peut aller dans la rue jouer? Est-ce qu'on peut aller dans les parcs jouer? Comment on peut jouer de façon plus libre et permettre aux enfants à ce qu'ils puissent s'épanouir dehors aussi, parce que c'est super important pour leur développement. Et la ville s'est posée aussi plus de questions et elle est arrivée à se dire, est-ce qu'on construirait pas une charte ville à hauteur d'enfants? Donc du coup de se dire qu'est-ce que c'est une ville qui peut accueillir les enfants? Et donc elle aurait aussi pour objectif d'influencer les politiques publiques. Et donc nous, notre mission toujours, c'est d'aller voir les enfants et de leur demander de faire avec eux, pas pour eux, parce que souvent on pense pour eux et on pense pas toujours bien les choses. Et voilà, il y a eu plusieurs moments de consultation pour justement vraiment creuser comment la ville doit être à leurs yeux. Je pense que tu soulignes un truc vraiment qui est hyper important, c'est le avec eux et pas pour eux, parce que c'est vraiment, je trouve, quand je vois les différentes initiatives qu'on peut trouver un peu partout, c'est ce qui fait vraiment la différence, quoi. C'est à partir du moment où on s'adresse, c'est tout bête ce que je veux dire, à partir du moment où les personnes concernées sont dans la boucle, ça fonctionne vachement mieux. Et c'est bien, et ça commence à porter ses fruits un peu partout. Vous voyez que ça fleurit un peu dans la ville. Qu'est-ce que la ville a mis en place, du coup, très concrètement, vis-à-vis de ça? Par exemple, il y a eu les rues scolaires. Ça, on peut dire que c'est une première action. Ils essayent de consulter les enfants. Par exemple, s'il y a un aménagement de place ou de transformation urbaine. Je sais qu'ils les associent aussi avec une association qui s'appelle Récréation urbaine. Il y a pas mal de mesures. Après, moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup de freins de la part, je sais pas, peut-être des directives, mais à ce que les enfants puissent être plus libres. Il y a souvent la notion de responsabilité qui ressort tout le temps à chaque fois qu'on fait un événement dehors ou selon les équipes, pas toutes, mais il y a souvent la notion de responsabilité qui revient et puis les parents ont encore vachement peur de laisser sortir leurs enfants. Ce qu'on peut comprendre aussi, il y a toujours des voitures qui roulent super vite malgré les 30 km/h qui sont normalement imposés. En fait, c'est pas forcément respecté. Si je peux rajouter quelque chose, il y a aussi un peu cette notion, je trouve, de sécurité que beaucoup on entend des parents et puis même des adultes quand on parle d'enfants en extérieur et de jeux, même de vivre en fait un peu sa vie extérieure. Cette notion de sécurité qui est très inscrite un peu dans l'imaginaire collectif où l'extérieur sera un endroit totalement insécure pour les enfants. Chose qui est un peu dommage, je pense qu'on trouve de façon générale, puisque il y a toute une vie en fait qui doit se faire à l'extérieur
d'appréhension justement du danger, de petite expérience, hein, petit à petit, confronter le danger, voir un peu les limites, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on doit s'arrêter. Et de plus en plus, ouais, on entend des discours qui visent à ne plus du tout se confronter un peu au danger et on trouve ça dommage. Et justement, toute cette action en extérieur qu'on nous mène vise aussi à revenir un peu sur cette idée et à montrer qu'en fait, on peut faire des choses en extérieur avec ses enfants et les enfants de tout le monde. Juste qu'il faut définir un cadre qui est propice à ça. Ouais, bah, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que une ville qui s'occupe des enfants et d'une ville à hauteur d'enfants, c'est une ville qui s'occupe de toutes les vulnérabilités. C'est-à-dire qui s'occupe que tout à chacun, les enfants, les femmes, les personnes handicapées et toute personne qui circule et qui est amenée à circuler dans la ville doit se sentir en sécurité, doit se sentir libre, doit se sentir capable d'entreprendre des choses. Et pour moi, c'est vraiment un apport des militants parents et des militants féministes, hommes ou femmes, que de dire que, en fait, on dit souvent « mon fils »,« ma fille ». Il y a toujours ce truc que l'amour, c'est aussi une forme de possession. Nous, parents, on est juste là pour accompagner à l'émancipation des enfants. Et ce que je trouve de chouette dans le Café des enfants, c'est avec le jeu libre, avec les rues aux enfants, avec toutes les actions, la pote mobile, c'est d'accompagner les enfants, les adultes aussi vers plus d'émancipation. Et ça, pour moi, c'est l'apport qu'on peut avoir vis-à-vis de politiques publiques aussi. Je te rejoins totalement. C'est un sujet qu'on évoque avec Peter Gray notamment aussi dans mon podcast où il explique, il parle à quel point aussi les adultes sont présents dans la vie des enfants, les jeux des enfants, parce qu'il y a très souvent micromanagé chaque action à l'école aussi, hein, bien évidemment. Et ce qui est intéressant, si tu veux, je vais amener mon expérience personnelle, c'est que moi j'ai fait l'instruction en famille, en unschooling total. Quand j'avoue que je suis toujours un petit peu à la fois attristé et amusé quand je vois des adultes qui pensent qu'ils doivent absolument manager toutes les activités de leurs enfants, alors qu'en fait, quand on les laisse faire, non seulement c'est vachement mieux pour les enfants, en termes d'apprentissage autonome, etc., mais en plus pour nous, adultes, mon Dieu, mais quelle libération. Et justement, ça m'amène à l'autre question, c'est comment est-ce que les adultes, les parents, vivent ce Café des enfants aussi ? Qu'est-ce que vous rencontrez comme expérience avec les adultes ici ? Alors souvent, les adultes, ils sont très contents, autant que les enfants, d'avoir découvert le Café des enfants pour plein de raisons. Parce que déjà, ils rencontrent d'autres parents. Alors, on travaille beaucoup sur la question de l'isolement parental, hein, faut quand même le dire. Quand on devient parent, la vie change et ses horaires, les relations avec ses amis, avec son travail, tout. Il y a beaucoup de choses qui changent et on peut finalement se sentir seul. Pas tous les parents, mais quand même, ça arrive. Et donc, ça a aussi un lieu qui permet aussi de sociabiliser. Surtout quand l'enfant est petit, quand on est en congé maternité, paternité, on est souvent chez soi et c'est important de pouvoir sortir et d'avoir un lieu qui soit adapté pour l'âge des tout petits et des plus grands après ensuite. C'est effectivement un lieu où on peut venir avec plusieurs âges, que ce soit quand on a aussi des fratries, des bébés ou des plus grands, on sait que chaque enfant va aussi trouver son compte. On n'est pas obligé de faire une activité pour le grand, une activité pour le petit. Ça évite d'avoir cette charge mentale aussi de se dire il faut que je trouve pour tout le monde, il faut que je sois un parent merveilleux et que tout le monde soit très content. Au moins, on sait qu'ici, tout le monde y trouve son compte. Et aussi, c'est aussi un lieu de lâcher prise. On peut souffler. Ici, l'enfant se vit tout à fait en autonomie, en sécurité. On peut faire des choses on peut choisir de jouer avec son enfant, mais on peut aussi choisir de se poser, de prendre un café, de discuter et de regarder son enfant aussi, de voir comment lui se développe. Il est content dans ses compétences aussi. Et ça permet aussi de souffler. Donc les parents viennent aussi pour ça. Et après, en tant que parent, on peut aussi avoir envie de découvrir aussi sa parentalité. C'est aussi ça. C'est un lieu où on parle de parentalité, pas de manière frontale, mais aussi en échangeant des choses avec les autres. Vouloir aussi aller plus loin, de se dire comment ça peut se faire ailleurs. Il peut y avoir plein de choses en fait autour de la question de la parentalité qui se crée ici. Et après, on peut s'engager pour aller plus loin aussi, faire partie de l'association, comme Marianne qui est là et que moi aussi après. En tant que parent, de se dire on a envie de faire vivre... un lieu de quartier aussi. Ouais. Tout ce que tu viens de dire est super juste. Et je rajouterais, c'est aussi un lieu de lien. Parce que quand on est à la maison avec ses enfants, on a plein de choses à faire. Enfin, on n'a pas que les enfants à s'occuper. Il y a aussi toute la vie quotidienne qui prend beaucoup de place. Et moi, je sais que quelquefois, je me dis, OK, stop, viens, on va au Café des enfants. On y va avec un enfant ou avec les frères et sœurs. Mais c'est un moment où on peut être tous les deux
dans le même lieu, on peut faire des choses différentes, on peut faire des choses ensemble, mais on se connecte à un autre endroit que ce qui est possible à la maison. Et ça, c'est quand même très précieux. Il y a quelque chose aussi qui me marque quand je suis rentré, c'est que j'ai vu parfois des cafés des parents, je vais oser le dire, hein, qui étaient quand même plutôt adressés à une catégorie CSP+, blanche, voilà. Et en tout cas à Bordeaux, j'ai vu ça, à plusieurs endroits. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup plu dès que je suis arrivé, c'est que j'ai pas du tout cette impression-là ici, quoi. Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est réfléchi de votre part? C'est quelque chose qui, est-ce que vraiment vous avez toute une diversité qui se mélange dans ce café? Est-ce que c'est aussi un lieu de rencontre multiculturel et j'ai envie de dire pour briser quelques barrières sociales ou pas? Eh ben oui. Alors oui, parce que déjà on est dans un quartier populaire ici. Donc et justement au moment où on devait déménager, parce que en fait on a dû déménager de café parce que le local était devenu insalubre, on s'est posé la question, on s'est dit on peut aller dans d'autres quartiers. Maintenant il y a un vrai ancrage de quartier, une volonté d'être un lieu à l'image de son quartier, donc un quartier populaire. Le café des enfants, on va pas le cacher, ça a quand même été créé par quand même des gens voilà, CSP+, et je pense à ses débuts était quand même un peu dans l'entre-soi, dans les débuts du café. Le déménagement dans ce lieu-là a permis une ouverture plus grande aussi parce qu'on a une plus grande visibilité sur la rue. C'est un lieu plus ouvert, voilà, avec ses fenêtres, etc. On est aussi à la croisée des écoles et aussi on travaille beaucoup avec des partenaires sociaux ici, voilà, qui viennent, voilà, des éducateurs, travailleurs sociaux qui viennent aussi avec des familles qui viennent d'arriver en France, qui ont d'autres origines, donc qui viennent aussi pour leur permettre de pousser la porte. On travaille aussi avec des structures du handicap aussi pour que ce soit des parents en situation de handicap ou des enfants en situation de handicap puissent venir aussi. Voilà, on a cette ouverture-là. On dit oui aussi aux stagiaires pour venir, aux jeunes, aux adultes aussi. Là, par exemple, quand tu es arrivé, j'étais en train de travailler, enfin, faire le bilan d'une stagiaire Kafi qui est là-bas, qui est engagée dans l'insertion vers l'emploi, qui vient d'Iran et donc qui vient vivre en France. Enfin voilà, c'est aussi ça, c'est cette ouverture dans le fait où on dit oui aussi aux gens et à tout le monde qui a envie de développer des choses. On est dans le lieu des possibles parce que le monde de l'enfance, c'est aussi le monde des possibles. Voilà. Pour compléter aussi, quand on est dehors, ou à la sortie des écoles, parce que bah voilà, l'école, tous les enfants sont là, et du coup c'est vrai que c'est super chouette pour nous d'être dehors et en fait d'avoir plein d'enfants différents en fait. C'est le plus d'être dehors, quoi. Il y a aussi un principe ici, c'est l'accueil inconditionnel. Et du coup, c'est un principe, mais qu'on essaye de décliner dans l'approche, c'est-à-dire, bah, justement, il y a une ouverture vers l'extérieur avec les Heureux Enfants de la Pote Mobile, mais il y a aussi ici des tarifs qui sont... chacun choisit le tarif auquel il veut adhérer. C'est-à-dire, on ne va pas demander de justificatif, on va demander aux gens d'autodéterminer eux-mêmes si ils sont dans une situation où ils peuvent payer un peu plus ou un peu moins. Toutes les boissons, toutes les consommations, les petites consommations sont à prix libre. C'est pas suffisant, mais c'est aussi nécessaire pour que voilà, tout le monde puisse se dire il n'y a pas de souci, en fait, je peux venir. J'ai pas besoin de compter mes sous ce mois-ci pour venir au café, quoi. C'est super, et ça pose la question que j'allais amener. Vous faites des transitions magnifiques. Ça pose la question que j'allais amener juste après. Osons en parler aussi. C'est quoi le modèle économique ? Comment est-ce que vous arrivez ? Est-ce qu'il y a des salariés ? Est-ce que vous vous rémunérez ? Comment ça se passe, quoi ? Parce que c'est une question, moi quand je discute avec des gens qui portent des projets, comme tu disais, c'est un vrai sujet, l'argent, et comment est-ce qu'on fait vivre tout ça ? Parce que comment ça se passe ? Alors, le modèle économique. Alors, c'est vrai que là, toi, tu arrives à un moment où l'association, depuis 2006, donc elle a presque 20 ans, donc il y a quand même eu beaucoup de travail, et ça s'est fait par étapes. Il ne faut pas se dire qu'on ouvre un café des enfants et du jour au lendemain, on a 4 salariés, tout se passe bien. Après, sur le modèle dans lequel nous, on travaille, parce qu'effectivement, on est sur un modèle associatif, militant, d'un accueil inconditionnel, effectivement, essayer de permettre au plus grand nombre de venir et donc de lever les freins, notamment économiques, pour venir. Donc on a une partie effectivement de ressources propres, c'est-à-dire avec les adhésions et les consommations, mais ça représente environ 10% de notre budget. On fait aussi voilà. Ah ouais. 10% de notre budget, c'est pas énorme. On fait aussi maintenant, on développe pas mal de locations. En fait, on loue le café des enfants quand on n'est pas ouvert, donc ça fait quand même des revenus. Et on développe aussi des prestations. D'ailleurs, cette année, on va en faire pas mal. Donc des prestations, on propose des animations
ludothèque, café des enfants éphémères. On peut proposer des animations dans ce cadre-là. Donc ça aussi, ça peut faire une source de revenus. Bon, voilà, ça peut être à peu près 5% de notre revenu. Et le reste, c'est vrai que c'est des ressources publiques, subventions ou mécénat. Voilà. Donc on a la chance d'être dans une ville de Lille qui est une ville à hauteur d'enfants. Donc on est très aidé par la ville de Lille. Bon, ça c'est aussi on travaille avec eux en tant que partenaire sur beaucoup de choses. Donc on est quand même beaucoup aidé par la ville, notamment dans cette belle mission qui dure là depuis 2 ans. Enfin, ça fait 3 ans. On a eu une année de coupure. Mission Ville à hauteur d'enfants, donc ils nous soutiennent beaucoup sur ce travail-là. On est soutenu aussi par la CAF pour tout l'aspect accompagnement à la parentalité, aidé aussi un peu par le département et par l'État dans le cadre de la politique de la ville. Voilà, globalement, c'est comme ça que Et après, on va chercher aussi beaucoup des financements, des fondations. On a aussi travaillé une campagne de dons, voilà. Aussi donc, pour avoir des modèles qui se diversifient. Si j'ai bien compris, c'est quand même 80-85% voilà. de subventions, mécénat. C'est ça. Ouais, okay. Voilà. Et ça demande beaucoup de travail. Okay. Quand même d'aller chercher cet argent-là. Voilà. Et aussi de devoir développer des projets. Ça, c'est des choses qui ne sont pas très visibles de l'extérieur, mais finalement, toutes les actions qu'on met en œuvre, c'est des projets qui sont pensés et pour lesquels on va chercher des financements. Et donc, devoir innover. Et aussi, on fait le pari de faire monter en compétence les salariés ici pour pouvoir développer ces projets-là. Donc, aujourd'hui, le Café des enfants salarie 8 personnes. On est 8 salariés, pas tout à temps plein. 4 personnes en accueil public. On a beaucoup travaillé sur la question de la qualité de l'accueil ici. C'est ça qui fait la différence aussi, pour que tout le monde se sente bien et légitime aussi de parler, que ce soit des enfants ou des parents. Et on est 2 personnes à l'administratif, une personne en chargée de mission, puis une personne pour l'entretien aussi du local. Donc ça fait 8 personnes. Okay. Ouais, donc on est une jolie petite équipe. Et puis on a beaucoup de bénévoles aussi qui sont sympas et ça fait partie de l'équipe qui travaille même s'ils ne gagnent pas de salaire à la fin du mois. Je regarde Maëlys, c'est notre coprésidente qui est là, donc une équipe aussi de 10 administratrices, administrateurs bénévoles. Super. Et d'autres bénévoles qui font aussi beaucoup de choses dans l'asso. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les lieux qui, à l'inverse, les politiques qui, à l'inverse, visent à interdire les enfants dans des espaces? Alors, pour les personnes qui nous écoutent, restons dans la nuance. On n'est pas en train de dire qu'on veut mettre des enfants dans des sex shops. On n'est pas en train de dire qu'on veut mettre des enfants dans des lieux qui, de toute façon, socialement, ne leur sont pas adaptés, qui ne les intéressent pas. Mais notamment les restaurants, certaines plages aussi. Comment, les cafés aussi, bien sûr. Comment est-ce que vous, avec votre expérience ici, vous percevez ces informations-là? Moi, ça m'interroge beaucoup sur la société qu'on veut et sur ce qu'on est capable ou non encore de partager ensemble. Un enfant, il a, par définition, pas intégré toutes les normes et toutes les règles de notre société. Donc, il fait comme il veut et il fait comme il peut. Et c'est un peu un petit révolutionnaire, un enfant. C'est-à-dire qu'il va arriver dans un lieu et il va pas faire comme on attend. Et moi, je trouve que c'est précieux et que c'est quelque chose que j'attends en fait des enfants. C'est cette remise en cause-là. Et voilà, quand on va quelque part avec un enfant, il va poser des questions. Quelquefois, ça va être malaisant parce que on va se dire oui, c'est très gênant, mon chéri. Pourquoi la dame, elle est grosse? Oui, voilà, ce genre de questions. Et en même temps, c'est des questions qu'on peut se poser tous ensemble. Et plutôt que de mettre ça de côté parce que y a trop d'énergie ou trop de bruit, non, en fait, intégrons-les et posons-nous la question collectivement, comment on fait de la place à tout le monde et aux enfants y compris. Et puis moi, je trouve que ça démontre une forme de cynisme un peu horrible aujourd'hui. Parce que ici, je trouve que même dans des espaces, quand il y a des moments de travail, des temps de réflexion, et qu'il y a des enfants, de façon collective, on arrive tout à fait en fait à la fois gérer le fait qu'il y ait des enfants d'âge différents et le fait qu'on ait aussi besoin d'un espace de travail de façon collective en fait. Donc effectivement de façon individuelle, je pense que c'est aussi ce qui a créé un peu la naissance de ce désir-là de vouloir des espaces sans enfants. C'est parce qu'on considère que chacun doit s'occuper de son enfant de façon totalement individuelle sans pouvoir compter sur le soutien d'autres. Alors qu'en fait, qu'on regarde, et je trouve que ça fait un bel exemple cet espace, quand on vient essayer de gérer ça de façon collective, en fait, la cohabitation adulte-enfant ne pose aucun problème.
Du coup, moi, je suis Maëlys Régnac et je suis la coprésidente du Café des enfants avec Elke qui n'est pas là parce qu'elle est malade. On a pas mal parlé de ce sujet en conseil d'administration parce que c'est quand même un sujet qui nous touche fortement. Le constat, c'est qu'on est un peu inquiet quand même de l'émergence de ce genre de sujet parce qu'on se dit que en fait, ça pose la question de comment est considéré l'enfant dans notre société. Est-il vraiment considéré comme un individu à part entière ? C'est-à-dire que si aujourd'hui je dis on crée un lieu où on interdit aux femmes d'être présentes, on interdit les personnes noires d'être présentes, je pense qu'on se retrouverait à avoir des gros problèmes. Enfin, la presse ferait pas le genre d'article qu'on a vu ces derniers temps sur ce sujet. Donc je trouve que c'est assez inquiétant sur comment on considère les enfants. Est-ce qu'on les considère réellement comme des individus ? Nous, on est convaincus au Café des enfants que les enfants sont des individus avec des potentiels à déployer, à accompagner. Mais voilà, ça pose question et ça pose question de la non-réaction de la société sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on a eu 2 articles dans le Monde, enfin Libération et ensuite Le Monde qui s'est dit moi aussi je vais faire l'article. Le Figaro aussi. Le Figaro aussi. Mais où c'est plus sans surprise. Hein, voilà, il faudrait peut-être se poser la question d'avoir des lieux sans enfants et vraiment nous en conseil d'administration on était un peu atterrés, on s'est dit c'est quoi cette société qui se dit qu'on doit exclure les enfants, qui sont des individus à part entière de notre société, qu'il faut inclure, qui n'ont pas beaucoup d'espace où ils peuvent être bien. Typiquement, il y a beaucoup d'endroits, moi j'ai un enfant de 4 ans, aller au restaurant, aller boire un verre, c'est possible, mais il y a des endroits qui sont moins accueillants que d'autres. Quand les enfants sont tout petits, il y a des endroits où il n'y a pas de table à langer, alors que c'est peut-être un peu la base pour pouvoir que juste les parents se sentent à l'aise. Mais aussi, en fait, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour rendre un lieu accueillant. Vous avez un bar qui est juste en face à côté, là, qui est un bar hyper cool, avec des fans de métal, où clairement, au premier abord, on pourrait se dire peut-être que c'est pas l'endroit pour amener un enfant, mais en fait, ils ont une super terrasse. Et surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste quelques jeux disponibles sur une étagère en libre accès. Et en fait, quand on vient avec son enfant, on sort les 3 jeux de l'étagère, on les pose, les enfants font leur vie, nous on boit nos bières, et ça se passe. Moi, je vais ajouter ma pierre à vos réponses par rapport à cette réflexion-là. C'est que moi, ce qui me questionne beaucoup aussi, alors sur le sujet de la place de l'enfant, je renvoie l'auditoire vers l'épisode que j'ai pu faire avec Lélia Benoît, la docteure Lélia Benoît, sur l'infantisme et la notion d'infantisme et d'adultisme. Je pense que c'est vraiment la base pour bien comprendre le sujet. Mais moi, ce qui me choque toujours, j'en parlais justement avec un buraliste qui a un bar tabac, etc., qui lui a une salle pour les fumeurs et les fumeuses. Et c'est-à-dire qu'on arrive à dédier de l'espace pour détruire de la vie, mais on n'arrive pas à se dire, tiens, peut-être que cette petite pièce-là, j'y mets une piscine à balles, j'y mets un toboggan et c'est fini, quoi. J'ai un lieu kids-friendly, quoi. Et c'est vrai qu'en parlant avec lui, il m'a dit, mais en fait, je l'avais jamais vu comme ça, quoi. Tellement on est programmé, conditionné pour que c'est la condition adulte, quitte à même quand l'adulte s'autodétruit, qu'on va mettre en avant, quoi. Oui, il faut jamais oublier qu'en fait on est un monde d'adultes et que les enfants n'ont pas trop d'espace pour prendre la parole et dire nous on voudrait qu'en fait tous les restos il y ait des piscines à balles et des chaises hautes, et en fait si nous les adultes on n'est pas capables de réfléchir à ça et d'offrir ces espaces, ça marche pas. Et c'est clairement si un espace n'est pas accueillant pour un enfant ou s'il n'y a pas quelque chose pour le capter, oui, l'expérience va pas être très agréable pour tout le monde. Mais c'est pas très dur. Et donc nous, c'est vrai qu'en conseil d'administration, on se disait, en vrai, on devrait lancer juste un kit de comment faire pour mettre son lieu juste accessible à un enfant. Mais en fait, j'invite n'importe qui à le faire. En fait, c'est pas très dur. Et puis déjà mettre une table à langer dans les toilettes, c'est déjà un premier point. Et pas que dans les toilettes des femmes. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça aussi. Enfin, clairement. Mais moi, clairement, maintenant, j'ai repéré, il y a certains lieux à Lille. Il y a des lieux pas très chouettes, mais il y a vraiment des chouettes lieux où vraiment les gens ont fait un effort. Et en fait, c'est génial parce qu'on peut y aller ensemble, mais aussi on peut croiser d'autres publics. Parce que le problème aussi, c'est de se dire, en fait, là, on est Café des enfants. Donc, clairement, c'est plutôt des parents et des enfants, des asthmates, des grands-parents qui viennent avec des enfants. Mais en fait, si on veut faire société, il faut aussi se croiser entre tous les publics. Il faut qu'on puisse croiser des gens sans enfants, des personnes âgées sans enfants. Et en fait, il faut qu'il y ait des espaces pour le faire. Et les lieux publics, les cafés, les restaurants sont des lieux de croisement. Et en fait, si on veut vivre en société, il faut que ces lieux soient accessibles pour tout le monde. Pour revenir aux freins aussi, peut-être que c'est soit intéressant de gratter aussi, pourquoi en fait vous voulez pas que les enfants ils soient là ? Souvent c'est il faut les surveiller ou ils font du bruit. Mais d'ailleurs, il y a normalement un nouveau droit qui va être voté. C'est pour les enfants justement, c'est qu'ils puissent faire du bruit, justement. Un droit dans la ville, tu veux dire là ? Le droit à faire du bruit, normalement, c'est un nouveau droit qui va être bientôt voté. Mais où ça ? Au niveau du Sénat, normalement, ça va être voté. Ok, voilà. Je savais pas. À vérifier, mais normalement, voilà. Parce que les adultes ont déjà ce droit, on est d'accord. Les adultes font déjà du bruit. Oui, c'est juste que c'est pas inscrit, en fait. Et c'est vrai que pour les enfants, on est obligé
l'écrire en fait. Ah On ouais, est tout à obligé de... Enfin, ça pose aussi la question. Dernière petite question. Donc du coup, je vais vous faire répondre chacun à votre tour. Imaginez que demain, vous avez tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs, d'accord? C'est-à-dire, vous dites quelque chose, ça arrive. Et quelle est la mesure? Donc, sachant que là, vous êtes 5 autour de la table, donc vous pouvez penser 5 mesures. Mais chacune de votre tour, quelle est la mesure prioritaire pour vous? La mesure prioritaire, c'est un peu vaste, ce serait faire confiance aux enfants, leur faire confiance. C'est-à-dire que quand on leur propose de faire un truc, ben, on leur fait confiance. Ok, allez-y. Voilà. Après, ça pourrait s'appliquer partout, en fait. Voilà. Faire confiance aux enfants. Compliqué comme question, oui. Il y en a beaucoup. Mais du coup, je vais réévoquer un truc que j'ai déjà évoqué. C'est-à-dire de faire admettre que l'amour n'est pas la possession. Et que ce soit l'amour de son partenaire ou sa partenaire amoureux, amoureuse, que ça soit de ses enfants. C'est-à-dire de faire en sorte que on soit dans le prendre soin, dans le être avec, et que à aucun moment l'amour n'est un moyen de dominer l'autre. Parce que pour moi, ça ne va pas ensemble, et c'est l'apport du féminisme à la société, en fait. Et du coup, réduire, voire supprimer les violences faites aux femmes et aux enfants par là. La notion de confiance, elle compte beaucoup, mais du coup, puisqu'on peut avoir... T'as tous les pouvoirs. Ouais. Mais une mesure. Je dirais quand même, en fait, quelque chose de peut-être très basique, mais que au niveau des besoins un peu fondamentaux, parce que en fait, les enfants nous parlent encore que, par exemple, c'est toujours pas rassurant d'aller aux toilettes à l'école, que parfois, ils sont pas vraiment écoutés. Et pour moi, c'est quand même des besoins primaires, quoi, d'être écouté, de pouvoir aller aux toilettes en sécurité. Enfin voilà, peut-être de revoir les bases toujours, en fait. Moi, je vais rester très matérialiste et j'aurais aimé que tout soit gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans. Mais tout, le théâtre, le cinéma, les transports. Super mesure. Je valide totalement. Ouais. Ça, j'aurais bien aimé, ouais. Je vais revenir, c'est un peu sur ce que j'ai dit. Moi, je pense que s'il y avait une grande mesure, enfin, en fait, c'est pas une mesure, mais c'est un mindset à pousser par toutes les politiques possibles, publiques, privées, associatives, c'est l'enfant est un individu à part entière. C'est pas un demi-individu, c'est pas un individu qu'on doit matrixer. C'est un individu à part entière avec ses potentiels qu'on doit aider à déployer, accompagner. Et derrière, on met plus d'énergie dans les politiques de parentalité, d'accompagnement. Moi, je suis effarée de voir que c'est souvent quand il y a un problème qu'on commence à intervenir, alors qu'en fait, il faut intervenir avant même les problèmes. Et je pense que si on met plus d'énergie là-dedans, dans rendre l'enfant un individu à part entière de notre société, avoir toute sa place et être écouté. C'est-à-dire que quand un enfant dit « je veux pas », enfin les toilettes, moi, vraiment les toilettes des écoles, enfin on en revient en défendant les toilettes des écoles, je suis là, mais c'est quoi ce truc? Moi je n'irai jamais là. On est allé là quand on avait 3 ans, mais c'est un délire. Mais oui, il y a des questions de sécurité, tout ça. Ouais, mais en fait on parle d'individus, de leur intimité. Enfin, c'est compliqué quand même. Et donc oui, je pense revenir à l'idée d'un enfant est un individu à part entière, pas un individu à en devenir, c'est déjà un individu. Et peut-être que ça changera beaucoup de choses. Merci. Je vais donner ma mesure, celle que moi je défends. Et je ne vais pas argumenter, je vous invite encore une fois à consulter les travaux de la docteure Lélia Benoît. Moi, je donnerai le droit de vote à la naissance. Pourquoi le Café des enfants de Lille et l'association Les Potentiels fonctionnent? Et vous l'avez, on le voit avec ce petit podcast. C'est le collectif. C'est un projet collectif. Voilà, c'est important. On ne fait rien tout seul. Et voilà. Il faut faire avec les enfants, avec les gens, avec leurs idées. Et c'est comme ça qu'on y arrive, et avec les partenaires et avec les politiques publiques aussi. Enfin voilà, on fait avec. Et voilà, ensemble, c'est comme ça qu'on est fort. Merci beaucoup pour ce moment. Je vais voir si j'ai des enfants qui veulent parler. Bonjour madame. Est-ce que je peux vous prendre 30 secondes de votre temps pour avoir votre avis sur le Café des enfants? Bonjour, c'est la première fois que je viens ici. Et franchement, je trouve que mes enfants se sentent bien. Ils s'amusent bien et on est bien accueillis. Et toi, tu es contente d'être ici? Oui. Merci. Bonjour. Est-ce que je peux vous prendre 30 secondes de votre temps pour vous demander votre avis sur le Café des enfants? C'est un super endroit où on se sent bien, aussi bien les grands que les petits. Et donc tout le monde est bienvenu aussi, c'est ouvert à tous. Et il y a plein d'ateliers divers pour les enfants.
C'est un super endroit. Vraiment. Et les enfants, est-ce que je peux vous poser une petite question? D'abord à toi. Est-ce que tu es contente d'être ici? Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu es ici? J'ai fait ça. Qu'est-ce qu'on fait ici? On On chante. mange. Oui, on mange aussi, oui. Et on joue avec nous? Avec nous. Oui, on joue. Oui. Et vous, madame, déjà, votre avis à vous? C'est un super lieu où on fait de belles rencontres et on se crée plein d'amis et il y a de super activités pour les enfants. Et puis ça fait du bien aussi un peu de sortir de chez soi et pour les enfants de pouvoir rencontrer d'autres copains. Faire plein de petites animations sympas, ça change chaque semaine. Et aussi ce qui est sympa, c'est qu'on peut aussi manger le midi tous ensemble. C'est vraiment un lieu de convivialité, je trouve. Toi, tu aimes bien jouer à quoi au Café des Enfants? Une voiture. Aux voitures. Et après, tu aimes monter aussi dans la... Cabane. Oui. Merci beaucoup. Alors, la maman, bonjour. Votre avis sur le Café des Enfants? Moi, je trouve que c'est un lieu très sympa. On vient très souvent avec Marius parce que les enfants peuvent jouer, les parents peuvent rencontrer d'autres adultes et on a tout ce qu'il faut à dispo. Et c'est aussi un endroit où il est possible de laisser son enfant rencontrer d'autres enfants en sachant qu'il y a des adultes qui auront un œil bienveillant sur lui. Voilà. Merci. Alors, monsieur, votre avis sur le Café des Enfants? Je viens passer du temps avec mes filles. Et puis, le Café des Enfants, après, j'y vais pas si souvent ça, mais on est voisins, donc c'est quand même assez pratique pour nous. C'est un espace de jeu qui est bien adapté pour eux, et puis pour nous aussi. Comme ça, on peut passer un vrai temps dédié avec nos enfants. Et c'est plutôt pas mal. Après, ce qui est pas mal, enfin, plus que le Café des Enfants aussi, c'est qu'il y a des activités qui sont organisées par cet asso dans la rue ou des choses comme ça. Donc, on participe aussi souvent à ça. C'est plutôt bien. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'avis des personnes qui étaient dans le café quand je suis venu enregistrer. Merci beaucoup au café pour leur accueil. Merci pour les parents et les enfants présents. Et je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.